Bonjour à tous. Dans ma dernière vidéo, j'ai émis l'hypothèse que l'arabe est la langue la plus proche de la proto-langue dont toutes les familles sont issues. J'ai présenté l'alphabet arabe sous la forme d'un serpent dont les organes sont des lettres et de principales familles de langues. Mon autre hypothèse est que chaque langue a retenu environ 250 racines de la langue mère. Elles sont communes à toutes les langues et peuvent être comprises. J'estime que connaître ces racines nous permettra de voir la vraie nature des mots que nous prononçons et je crois que maintenant nous prononçons souvent des mots très significatifs qui affectent le changement de la réalité. Mais nous ne comprenons pas leur essence et donc changeons la réalité pour le pire. Si vous connaissez exactement le sens des mots les plus significatifs, vous pouvez non seulement rétablir l'harmonie sur Terre, mais également activer les gènes responsables de la régénération des organes, c'est-à-dire prolonger la vie pour plusieurs siècles. C'est une hypothèse fantastique, mais jetons un coup d'œil à l'un des mythes indiens les plus importants, le barattage de l'océan de lait. Voici la recette du nectar que boivent les dieux pour être immortels. Il y a une sorte d'océan de lait qu'il faut fouetter pour beurrer avec une spire qui est présentée par la montagne Mandara et à l'aide d'une corde qui est présentée comme le serpent Vasuki. Au fur et à mesure que le lait est battu, diverses entités sortent de la mer. Par exemple, une vache, un cheval, des éléphants, la pierre précieuse, des dièses, puis du poison, et enfin le nectar d'immortalité est obtenu. Au début, je pensais qu'il s'agit de nourriture, qu'il fallait en quelque sorte trouver tous les ingrédients, que le dieu Vishnu incarne la cerise, parce que le mot Vishnu ressemble à Vishnya, qui est en russe une cerise. Le deuxième avatar du dieu est Kurma, donc j'ai pensé qu'il s'agit du kurkuma, etc. Mais si c'est le cas, alors il y a beaucoup d'ambiguïté. Ce qui incarne en soi la montagne, la tortue, la corde, ça ne peut pas être des produits, ce sont des outils de barattage. Et puis un jour, je suis tombée sur les travaux d'un arabiste, son nom est Vashkevitch, qui a remarqué que de nombreux mots russes empruntés à l'arabe étaient empruntés en les lisant de droite à gauche, à la manière arabe. Ce phénomène s'applique à de nombreuses langues. Par exemple, un requin a le radical que rche. Si on le lit en arabe, on obtient kirsch. Mais si nous lisons à l'inverse, on obtient shark. En anglais, nous obtenons un requin. Il existe plusieurs centaines de mots comme ça en russe. Ils donnent non seulement une compréhension que le mot est emprunté, mais ils expliquent également l'essence du mot. Si nous cherchons le mot shark en arabe, nous trouverons shark, qui signifie dévoreur. Si vous pensez qu'il s'agit d'une coïncidence, alors voici d'autres exemples uniquement des animaux. J'utiliserai des mots russes et arabes en donnant une traduction en français. Baran, le mouton. En arabe, baran, innocent. Vous savez que c'est justement les moutons qu'on utilise pour sacrifice innocente. Birkut, aigle royal. Cela veut dire éclair. Byk, un taureau. Cornu. Volk, loup, maléfique. Krissa, rat, attrapeur. Ovat, taon, mordeur. Осел, âne, têtu. Голубь, colombe,
messagère, chamiak, hamster, mangeur de blé, et ainsi de suite. Vashkevitch démontre plusieurs centaines de mots comme ça. Et cette qualité de la langue arabe a donné l'idée que de nombreux mots ont un sens caché et que beaucoup peuvent être expliqués en écrivant leur transcription en arabe et en introduisant cette transcription soit à l'envers, soit directement. Et quand j'ai essayé cette méthode sur les mots de mythe du barattage de l'océan lait, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une recette des produits, mais d'un chiffre. Pour le comprendre, vous devez appliquer l'algorithme décrit ci-dessus aux mots. Parfois, vous n'avez pas besoin de tourner les mots à l'envers. Ils ont déjà un sens. Et parfois même, ils n'ont pas besoin d'être traduits, ils peuvent être expliqués en russe. Par exemple, labeur est une pensée. En russe, les deux mots appartiennent à la même famille avec racine me-sl. Fait intéressant, c'est que les mots indiens, lorsqu'ils sont traduits vice-versa, peuvent également expliquer certains concepts. Apparemment, les mots arabes lus à l'envers sont également entrés en sanskrit. Par exemple, Dieu Krishna signifie partage. En effet, il prêche que le bonheur ne peut pas être obtenu qu'en partageant des biens avec d'autres personnes. En appliquant ces algorithmes au texte, j'ai réussi à comprendre que le lait, ce sont des mots. Le lait, malako, a la base MLK. À l'envers donne KLM, qui signifie les mots, kalima. La mer a la même base que la sagesse. La mer en hindi, samudra. La base mudra veut dire un sage en russe. Autrement dit, l'océan lait est un océan de sagesse, plein de mots. Barater signifie la même chose que penser. En arabe, les deux mots sont désignés par le mot mahidun. Barater jusqu'à ce que la beurre apparaisse signifie réfléchir jusqu'à ce qu'une pensée ne surgisse. La montagne Mandara est un gradateur, un dispositif permettant de modifier la sensibilité à la lumière. Il est utilisé comme spire par des démons et des demi-dieux, c'est-à-dire les mauvaises et les bons conseillers. Je pense que c'est un outil qui peut changer la sensibilité à la lumière de la pensée. La lumière est le bien et la connaissance, et l'obscurité est le mal et l'ignorance. Le serpent Vasuki, utilisé comme corde, est un rayonnement. Nous modifions la sensibilité à la lumière par rayonnement quelconque. Bien sûr, tout cela est très mystérieux. Pour tout comprendre, il faut déchiffrer tout le mythe. Ce sont des centaines de mots. En raison du barattage de l'océan, la vache en sort la première. Une vache en russe, c'est karova. La base, c'est kerev. À l'envers, vereka. Varak veut dire papier. Vient ensuite le cheval qui signifie le conseil, puis les éléphants qui signifient feuilles de papier ou de fibres, puis la pierre précieuse qui signifie un argument, et ainsi de suite. On voit donc le processus de la pensée qui est lié avec la nécessité de le mettre sur un papier. Pour comprendre l'essence de cette histoire, il est nécessaire d'analyser tous ces mots, leurs synonymes, et en fait, tout le dictionnaire. Ce que j'ai commencé à faire. Cet ouvrage contient une analyse de toutes les racines arabes standards, c'est-à-dire des racines contenant 3 consonnes. Il y en a environ 8000 et demi. Je ne manquerai pas de faire des vidéos pour vous tenir au courant de mes recherches, mais pour l'instant, je vais vous raconter 2 histoires
afin que vous compreniez à quel point les racines fondamentales du proto-langue sont fortes. J'ai récemment vu un article sur un modèle de sac très populaire. Il s'appelle Kellyback. Il est réputé pour être très difficile à fermer. Il n'est donc généralement pas fermé. Il est devenu célèbre parce qu'une fois la princesse de Monaco, Kelly Grace, l'a porté. Le sac a été fabriqué par Hermès. Plus tard, il s'est avéré que la princesse avait caché sa grossesse, détournant l'attention des gens vers le sac. Le sac a été tellement aimé par les femmes que tout le monde a commencé à l'acheter et ce modèle est devenu connu sous le nom de Kellyback. Et maintenant, regardez, Kellyback est en accord avec le mot russe colobok, une galette sphérique ou le symbole d'un ventre arrondi. Le fabricant porte le nom d'Hermès, le dieu du commerce et de la tromperie. Autrement dit, toutes les étoiles ont convergé ici. Le dieu de la tromperie a aidé la princesse Kelly à tromper le monde, à cacher son ventre arrondi, colobok. Kellyback a caché colobok à l'aide de dieux de cachotterie. L'inconscient collectif féminin était tellement influencé par l'harmonie de ces concepts que le sac a acquis une popularité mondiale. Son cadenas est très difficile à fermer, peut-être parce qu'il ne faut pas enfermer un colobok dedans. Il y a 2 bandes sur le sac. Plus tard, lors des tests de grossesse, justement 2 bandelettes montrent la grossesse. C'est ça, la force du subconscient. Imaginez que vous pouvez la contrôler. Une autre histoire, c'est celle de la robe de mariée de la princesse Diana. Elle a été fabriquée à partir de taffetas, qui est très froissé. Diana ressemblait à une énorme meringue froissée. Froissé et la menthe sont des mots de la même famille en russe. Il y a un mythe sur la menthe. Il y avait une nymphe, Mint. Elle était aimée par le dieu du royaume des morts, Hadès. Puis il a rencontré une autre et il a quitté Mint. La fille a commencé à le poursuivre et à pleurer, l'accusant de trahison. La mariée de Hadès, vu tout ça, a transformé la nymphe en menthe et l'a piétinée, l'a froissée. Depuis, la menthe porte le ressentiment en soi et définit une attitude méprisante envers elle-même. Inconsciemment, les gens avec les habits froissés attirent le ridicule et la négligence, comme s'ils disaient « ridiculise-moi ». Une telle robe avec une traîne froissée de 8 mètres, l'une des plus longues traînes de l'histoire des mariages, criait que ce sera la plus longue histoire de mariage faite d'humiliation et de larmes. Regardons maintenant le nom de Diana. Elle est entrée dans l'histoire sous le nom de Lady Di. Les orthographes possibles de ces lettres en arabe sont voilà. Et ça donne lutter contre et soupir. Il y a un détail de plus, elle appartenait à la famille Stuart. C'est pourquoi les Windsor voulaient se marier avec la famille. Et le nom de Stuart en lui-même n'implique rien de bon. De l'arabe, c'est couvercle ou sauter. Soit dit en passant, les Stuart n'ont pas eu de chance. L'un a été exécuté, l'autre a été expulsé, et le 3e a tout compris et a changé le nom. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, ajoutez à Instagram où je publierai également des vidéos et des notes. Bonne journée à tous.